adolescents du Saguenay peuvent se considérer bien chanceuses d'être en vie aujourd'hui. C'est un camion de bois qui a déversé son chargement sur elles. Et Robert Miranda, elles ont survécu presque par miracle. Oui, c'est excessivement toute une chance qu'elles ont eue, ces deux jeunes filles de 14 ans. Vous savez, ça s'est passé hier soir vers 20h à Rivière-Éternité, un village du Bas-Saguenay. Les deux jeunes filles prenaient une marche et elles ont entendu venir un camion de transport de bois. Et quand ils ont entendu le camion, ils ont décidé de courir pour peut-être éviter le camion. Mais finalement, le camion s'est couché sur le côté, dans la courbe, en plein cœur du village, a perdu tout son chargement de bois sur les deux jeunes filles. Et les deux jeunes filles ont été projetées littéralement dans un fossé derrière un garde-fou. Et donc, les deux jeunes filles ont perdu conscience et immédiatement, les secours sont arrivés. Ils ont constaté que les deux jeunes filles étaient ensevelies sous les billes de bois qui font à peu près plus de 2 mètres de longueur et avec un diamètre de 40 cm. Donc, ce sont de gros morceaux de bois. Les deux jeunes filles ont survécu, imaginez-vous. Elles prenaient une marche régulièrement à cet endroit. Elles ont survécu. Elles ont seulement eu une fracture du tibia pour une fêlure du crâne pour l'autre, avec quelques ecchymoses. Leurs parents sont excessivement chanceux. Ils sont contents aujourd'hui. J'ai parlé à une de ces deux jeunes filles. Voici ce qu'elles avaient à dire. Oui, on montait la côte pour aller chez nous. Puis Sarah m'a dit qu'elle entendait une vanne arriver. Quand on s'est tourné, on l'a vu arriver dans le détour. Puis là, on s'est pris par la main. Puis on a commencé à courir. Les bois nous ont rattrapés. Je me suis vue tomber, mais je sentais rien. Après ça, j'ai perdu connaissance. Robert, c'est pas la première fois qu'un accident arrive à cet endroit-là, à part ça. Non. En mars dernier, un camionneur est décédé au même endroit au volant de son véhicule. Il a lui aussi dérapé dans la courbe. Donc, les parents sont outrés. Ils veulent que le ministère des Transports change les choses parce qu'il s'agit d'une route régionale qui mène dans Charlevoix. Merci beaucoup, Robert. Au revoir. Au retour, les réactions de la famille à la condamnation d'Hugo Bernier pour meurtre au premier degré de Julie Boisvenu. Et puis, Oussama Ben Laden menace l'Amérique d'une nouvelle série d'attentats. Les pages... C'est le commentaire de Claude Poirier. Claude, Éric Lapointe, arrêté, libéré. Corrigez-moi, on n'a pas vu ça souvent, pareille opération. C'est-à-dire qu'on voit pas ça souvent, ça se passe des fois souvent dans des causes, sauf qu'on n'en parle pas parce que c'est pas des personnages connus. On va rappeler d'abord que dans le cas d'Éric Lapointe, en aucun moment, la Sûreté du Québec, les relations publiques de la Sûreté du Québec n'a mentionné le nom d'Éric Lapointe. On a parlé d'un homme de 35 ans. Maintenant, quand les policiers ont pris connaissance des événements, les policiers n'avaient pas besoin, Pierre, j'ai vérifié ça un peu plus tôt cet après-midi, n'avaient pas besoin d'aller chercher un mandat d'arrestation. Parce que dans des cas de violence conjugale ou dans des cas de violence, lorsque, par exemple, il y a des blessures graves et ça peut toucher une ex-conjointe, les policiers peuvent procéder à l'arrestation d'une personne. On sait que la nouvelle avait coulé un peu plus tôt hier au cours de la journée. Est-ce que les policiers ont décidé d'agir vers 18h hier soir parce que le temps pressait? C'est peut-être une des raisons. Sauf que Éric Lapointe a été rencontré. Il a passé la nuit à l'intérieur des cellules au quartier général de la Sûreté du Québec à Saint-Jérôme. Et ce matin, il a été libéré. Il n'a pas signé de promesse de comparaître parce qu'il n'y a eu aucune accusation. Et ce qui est important de souligner, parce que souvent on mélange ça, les policiers n'ont pas de pouvoir de porter une accusation. C'est le substitut du procureur général, c'est-à-dire le procureur de la Couronne, qui, au nom du ministère de la Justice, dépose une accusation. Et je me suis laissé dire, vers 4h30 cet après-midi, j'ai reçu un téléphone, Pierre, est-ce qu'Éric Lapointe n'aurait pas donné une preuve d'alibi en béton aux enquêteurs de la Sûreté du Québec, à savoir qu'au moment où les incidents se sont passés, il n'était pas dans la région de la chute? J'ai tenté de faire vérifier ça avec la Sûreté du Québec. On ne donne pas de commentaires. On nous a dit que le procureur de la Couronne a demandé un complément d'enquête. Mais l'information que j'ai eue, c'est qu'il aurait donné, lorsqu'il a été interrogé par les enquêteurs au cours des dernières heures, un alibi en béton à l'effet qu'il ne pouvait pas se trouver dans cette région-là au moment où les incidents se sont passés vers 17h le 26 octobre dernier. Merci, Claude. Au revoir, Pierre. Au revoir.
peux vous dire que vers la fin de l'après-midi, les agences de presse sonnaient cet après-midi. Ça doit bourdonner aux États-Unis actuellement. Pour nous annoncer qu'Oussama Ben Laden venait de donner une nouvelle bande vidéo et c'est la télévision Al Jazeera qui diffusait cette bande vidéo. C'est la première fois qu'on le voit depuis un an. Et Félix Séguin, on parle de menaces, encore une fois, à l'endroit de nouveaux attentats à l'endroit des États-Unis. Et vous en parliez, Père, les agences de presse ont des discours différents. Les agences de presse nord-américaines parlent d'une menace bien établie. Si on se fie aux agences de presse européennes, ça change un peu. C'est une vidéo de 18 minutes obtenue effectivement par Al Jazeera, première fois depuis septembre 2003 qu'on aperçoit Oussama Ben Laden. Alors, premier, on va vous dire le libellé exact de quelques extraits de son message. D'abord, il dit, s'adresse aux Américains directement, votre sécurité n'est entre les mains ni de John Kerry ni de George W. Bush. Ça, c'est le premier message qu'il veut transmettre. Ensuite, c'est peut-être là où on parle de menace et on établit une menace envers les États-Unis. Les raisons demeurent pour la répétition de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, fin de la citation. Et il parle aussi de George Bush dans ce petit discours en disant qu'il l'accuse de négligence suite aux attentats du 11 septembre, qui revendique une autre fois d'ailleurs, l'accuse de ne pas avoir réagi assez rapidement. Or, quel effet ça aura à 4 jours des présidentielles aux États-Unis? Difficile à prévoir. Serait-ce la surprise d'octobre dont on entend parler? Oui, merci. C'est justement la question qu'on doit se poser, Claude. Oui. Voilà, puisqu'on vous le répète, et avons-nous besoin de répéter qu'on entre dans les derniers jours de la campagne électorale et évidemment, une telle bombe venant de Oussama Ben Laden va avoir un effet. Pour en parler, je joins le directeur de l'Observatoire sur les États-Unis de l'UQAM, Charles-Philippe David. Bonsoir, Charles-Philippe. Bonsoir, messieurs. Alors, votre avis, à vous, votre réaction, est-ce que c'est calculé? Est-ce que, de la part d'Oussama, les gens pensent que c'est arrangé? Votre avis à vous là-dessus? Bien, on pourrait penser qu'en effet, si George Bush voulait peut-être accélérer ses chances de réélection, augmenter ses chances d'être réélu, il aurait payé Al Jazeera pour que cette bande magnétique soit entendue à 4 jours des élections. Mais enfin, il ne faut pas non plus le verser dans le complot. C'est pas sûr qui ça va aider. Il faut voir comment demain les médias télévisés, surtout, vont jouer la nouvelle. Parce que les Américains regardent surtout la télévision et les indécis, c'est ça qui va déterminer pas mal leur vote de mardi prochain. Mais on pourrait croire que ça va surtout aider le président Bush parce qu'il veut garder le terrorisme bien en vue dans l'esprit des électeurs. Puis de voir Ben Laden à la télévision, ça rappelle évidemment des mauvais souvenirs. Ça fait planer la menace terroriste. Objectivement, ça aide George Bush. On parle souvent de la surprise d'octobre. On pensait qu'elle avait été en faveur de Kerry avec cette histoire d'explosifs disparus. Mais là, vraiment, ça peut faire changer certains indécis au cours des derniers jours. C'est ce que vous dites. Tout à fait, parce que, évidemment, vous le savez, il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait leur choix. Donc, ce sont les indécis qui doivent décider d'ici mardi pour qui ils vont voter. Et le fait que, effectivement, Ben Laden, on revoit son visage aujourd'hui. D'ailleurs, notez bien que dans sa bande de vidéos, fait curieux, il s'adresse directement aux Américains. Il ne leur dit pas pour qui, évidemment, voter, mais il leur explique pourquoi il a posé les gestes qu'il a posés. Alors, il rappelle, au fond, non pas les mauvaises actions de George Bush, mais plutôt les actions du gouvernement dans le passé. Alors, forcément, de le voir là, ça peut aussi jouer un peu pour Kerry parce que le camp démocrate va vouloir dire comment se fait-il qu'il soit encore vivant aujourd'hui, même s'il a l'air d'avoir pris un petit peu d'âge, il a l'air tout à fait en forme. Comment se fait-il qu'il soit encore là? La guerre en Irak était une diversion par rapport au but premier qui était de capturer ou de tuer Ben Laden. Oui. Mais je pense quand même que ça risque d'aider un peu plus George Bush. Rapidement, sur un autre sujet, on a parlé des vedettes comme Bruce Springsteen qui a apparu hier à côté de John Kerry. Est-ce que ça a un effet, vous croyez, ou alors, encore une fois, ça ne fait que stimuler des gens déjà convaincus? Oui, je pense que ça stimule déjà les gens qui sont convaincus. Je suis pas sûr du tout. Je crois même plutôt le contraire. Je crois pas que Bruce Springsteen ou d'ailleurs même Arnold Schwarzenegger ou d'autres personnalités vont influencer grandement le vote des indécis. Surtout maintenant avec cette vidéo de Ben Laden, vous pouvez être assuré que le message de Bruce Springsteen vient d'être effacé par celui de Ben Laden. Absolument. Merci beaucoup, Charles-Philippe, et à bientôt. Je vous en prie.
joindre à nous que Hugo Bernier a été trouvé coupable de meurtre au premier degré, le meurtre de Julie Boisvenu. Le verdict est tombé cet après-midi et je joins pour en parler le père de la victime, M. Pierre-Hugues Boisvenu. M. Boisvenu, bonsoir. Bonsoir, M. Charon. Êtes-vous satisfait, M. Boisvenu, du verdict? Écoutez, très satisfaite et je tiens d'entrée de jeu remercier Maître Campagna, qui était l'avocat de la Couronne dans le dossier. Il a fait un très bon travail et on a hâte de le revoir. Avez-vous douté que vous vous rendriez jusqu'à cette sentence de meurtre, de ce verdict de meurtre au premier degré? Je vous dirais, lorsqu'on a lu le Journal de Montréal de jeudi matin et on apprenait les éléments de preuve qui n'avaient pas été retenus par le jury, Oui. également les 5 choix que le jury avait à faire, oui, on a douté parce qu'on disait, 1, ça va être long, puis 2, d'arriver à un jugement ou un verdict unanime, ça m'apparaissait un travail là, fort complexe. Mais on était devant 12 hommes et femmes intelligentes et je pense que la vérité a vaincu ce qui était de pire comme mensonge. Hein? Vous aviez décidé, votre famille et vous, de ne pas assister au procès, n'est-ce pas? Alors, comment avez-vous vécu les procédures? Je vous dirais, la partie la plus difficile, M. Charon, c'était lorsqu'on a appris le témoignage d'Hugo Bernier, Oui. qui, en plus d'avoir détruit notre fille physiquement, est en train de la détruire moralement et détruire la famille. Parce que c'était pas ça du tout qu'on avait, nous, là, comme image de Julie. Alors ça a été la période la plus difficile. Sinon, Maître Vaillancourt et Maître Schechter, qui étaient nos yeux et nos oreilles au procès, nous faisaient un compte-rendu là, hebdomadaire de ce qui se passait, du déroulement. Donc, ça a bien été. Vous aviez choisi de ne pas y aller parce que Oui. vous craignez que ce soit trop dur pour vous, c'est ça? Bien, écoutez, moi, je suis en contact avec M. Bolduc. Vous connaissez le père d'Isabelle Bolduc qui a été assassiné en 1995. Oui, bien sûr, je le connais, oui. Et j'avais parlé à Marcel l'an dernier en disant, écoutez, on est en train de remettre en question notre présence au procès. Et lui, Marcel me dit, va pas te présenter là. Je l'ai fait. Et c'était la pire chose de passer 6 semaines avec les criminels de notre enfant et d'entendre là, les détails. Ça nous détruit, hein? Oui, Fait que bien sûr. nous, on voulait se protéger psychologiquement puis sortir de cette dernière étape-là, là, aussi serein qu'on l'a été depuis 2 ans. Alors, allez-vous enfin un peu mieux dormir ce soir? On va bien dormir et je pense que Julie va nous accompagner de façon aussi plus sereine. Je vous le souhaite, M. Boisvenu, je vous le Bon souhaite. courage. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie et bonne soirée à tous vos auditeurs. Oui, ça en prend du courage aussi. Oui. On parlait tantôt et savoir quel effet aura la diffusion de cette bande d'Oussama Ben Laden sur l'élection de mardi prochain. Bon, on va le rejoindre tout de suite, Richard.